Alors, bonsoir, bienvenue donc à la médiathèque de Gémenos, que vous devez vous encore mieux connaître que nous, pour cette rencontre qui est en fait un avant-propos, comme l'a souhaité la ville de Gémenos, un avant-propos au Salon du Livre 2023, donc qui ouvre ses portes demain matin à 10 heures. Alors bien évidemment, le temps nous a un peu perturbé, un peu contrarié aussi, et nous avons mis en place donc un plan B. Donc le Salon du Livre et le café littéraire et les cafés littéraires sont rapatriés dans la grande et belle salle de municipale Jean Jaurès, et les rencontres littéraires investissent la salle dans la mairie, la salle du Marquis. Voilà. Donc finalement, tout sera abrité, y compris les activités pour les enfants, puisqu'on a des petits vélums qui vont les protéger, et ils sont voilà, à l'entrée du salon du livre. Voilà, donc écoutez, j'espère que tout va être voilà, pour le mieux et que la pluie ne fera pas fuir ni les Gébenosiennes, ni les Gébenosiens, ni tous ceux qui doivent venir et qui nous ont répondu qu'ils étaient très contents de la programmation. On verra bien. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci bien sûr à Fabien Guigues et à toute son équipe de nous accueillir là. Voilà. Alors, moi, je fais juste une petite intro, je dirais, pour présenter nos deux invités ce soir. Pourquoi nous les avons réunis? Eh bien, parce que ces deux auteurs, je dirais, sont des auteurs de l'histoire familiale. Ils ont donc au cœur de leur inspiration l'histoire familiale. Ils ont aussi au cœur de leur inspiration, je dirais, le souci de la transmission. Hein. Donc, ils sont tous les deux dans cette veine-là, et je pense qu'ils vont faire un bon duo. Alors, Alice, d'abord Alice Masson, Aroutiognan. Voilà, j'ai dit bien. Donc, elle est romancière, elle est conférencière. Elle écrit aussi des chroniques littéraires pour le média numérique France Net Info, sous le pseudonyme d'Alissa. On dit Alissa ou Alisha? C'est Alice H. Alice H. Parce que c'est Alice et H, l'initiale de mon nom de... Alice H. Voilà. Alors, elle a publié des recueils de nouvelles que vous trouverez bien sûr au Salon du Livre. Elle a écrit aussi deux grands romans, La chair et cendre, l'âme et flamme, c'est un très beau titre, et Revenir à Marseille, donc qu'elle présente là pour cette édition du Salon, aux éditions de l'Envie. Revenir à Marseille est son roman le plus personnel parce qu'il est basé sur des faits réels, celui de sa famille arménienne. Hein, tu nous raconteras ça. Voilà. Et vous retrouverez, mais je vous le rappellerai peut-être, et vous retrouverez bien sûr Alice à la grande rencontre littéraire qui s'intitule Si je t'oublie Arménie, avec Olivier Weber et Jean Kéayan, et qui a lieu samedi de 16h à 17h, donc dans la salle du Marquis. Et voilà. Alors, Daniel Picouli. Ai-je besoin de vous présenter Daniel Picouli? Avec le succès de son livre Le chant de personne, Daniel Picouli s'impose dès 1995 en tant qu'écrivain, grand écrivain, je dirais, à la fois populaire et un des plus lus, n'est-ce pas? Il est couronné alors tout de suite par le joli prix des lectrices de Elle, et depuis, le succès ne se dément plus, plaçant Daniel Picouli parmi les auteurs les plus populaires et les plus lus. Et pour une fois, le public et les critiques étant d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? En 1999, le prix Renaudot vient distinguer L'Enfant Léopard. Grand succès également, Vous les avez là pour Fort de l'eau, La 13e mort du chevalier, Paulette et Roger, consacré à tes parents. La donzelle, hein, c'est un petit peu un livre à part, ça. Le cœur à la craie, si joli. Le cri de l'iguane, consacré à la drôle de guerre de 14 de son grand-père. Voilà. Avec 90 secondes, Daniel Picouli accède à la sélection du prix Goncourt. C'est ce roman sur l'irruption, si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous dessus. Ce roman sur l'irruption du volcan de la Soufrière à la Martinique est terrible et magnifique. Nous allons Daniel va présenter à Gémenos son livre « Longtemps je me suis couché de bonheur », où il renoue avec les souvenirs de ce gamin de banlieue, né dans une famille de 13 enfants, d'un papa antillais et d'une maman blonde aux yeux bleus.
Hein, c'est à peu près ça, hein, tu vois. Souvenir aussi de livres et de littérature qui l'ont nourri, à commencer bien évidemment par Marcel Proust. Bien évidemment, le jeu de mots du titre ne vous a pas échappé. Longtemps, je me suis couché de bonheur, comme bonheur et malheur, par rapport à la phrase, bien évidemment, de Proust. Alors, Daniel Piccoli publie chez Albin Michel, chez Grasset, etc. C'est aussi un formidable auteur de jeunesse. Il vous en parlera. Hein. Les Lulu, les petits loups, enfin, les enfants connaissent ça très bien. Comment, si on redessinait le monde, chez Rue du Monde, etc. Daniel Piccoli est aussi un homme de médias et de télévision. Il est aussi aujourd'hui, oui, enfin surtout, presque, un dramaturge et un comédien. Alors, si quelque part passe la faute d'orthographe et ma langue maternelle, précipitez-vous parce que vous allez rire et pleurer, un peu comme dans Pagnol d'ailleurs. Voilà. Et puis maintenant, c'est Pompette, à partir donc de ce livre, le dernier, qui s'appelle Les larmes du vin, et que Daniel va présenter donc dans un café littéraire. Je ne sais plus, mais je vous dirai ça tout à l'heure à la fin, parce que vous allez retrouver bien sûr ces deux auteurs sur pas mal de rencontres du salon. Voilà, merci. Bonsoir, tout d'abord, merci à tous d'être là, parce qu'on ne vous attendait pas si nombreux, donc on est agréablement surpris. C'est très gentil à vous d'être venus pour accueillir les auteurs. Alors, on est heureux aussi de vous accueillir donc, au sein de la médiathèque. Et donc, j'aimerais profiter de cette occasion, justement, par rapport à la médiathèque, pour vous demander à tous les deux quel rapport vous entretenez avec les bibliothèques avant qu'on aborde vos ouvrages à chacun. Alors, vous, Daniel Piccoli, je crois que c'est une histoire de bibliothèque scolaire au départ. Oui, c'est à Orly, oui. J'étais un gamin et j'ai appris un truc qui est formidable dans les bibliothèques. Quand tu as droit à 3 livres, tu prends 3 livres. C'est-à-dire que moi, je ne me posais même pas la question de savoir. De toute façon, j'avais droit à 3 livres, j'en prenais 3. Et je le dis d'ailleurs, je le raconte dans la faute d'orthographe et ma langue maternelle. Des fois, j'en lisais aucun, des fois un, des fois 2, mais rarement 3. Et c'est toujours, je le dis comme ça, d'expérience, c'est toujours dans le troisième qu'on a les surprises, les découvertes, c'est-à-dire celui qu'on a pris pour faire 3, qui était un petit peu étrange, qui avait peut-être un titre qui nous plaisait. J'adorais les titres des livres. Je sais pas, j'ai lu un certain nombre de livres comme ça, et j'ai vu il n'y a pas longtemps, vous avez fait un film. Moi, à l'Ouest, rien de nouveau, je ne voyais pas très bien à quoi ça pouvait ressembler. Le zéro et l'infini, je ne voyais pas très bien. Jésus Lacaille de Carco, tout ça. Mais ça, j'y allais. Parce que il fallait que ça fasse 3. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et il y avait même... en fait, dans les bibliothèques, ce qu'on avait peur, c'est quand on était en retard. Et il y avait des stratégies comme ça quand on était en retard. Il y avait même des stratégies. On allait poser les livres devant la porte de la bibliothèque, on se sauvait. Comme ça, moi, on les avait rendus, mais on n'avait pas à affronter Et voilà, la personne chargée de faire respecter les délais. Et d'ailleurs, j'ai fait un bouquin qui est peut-être le plus personnel. J'ai écrit un livre qui s'appelle On lit trop dans ce pays. On lit trop dans ce pays, ça a été la découverte sidérante que des gens, considérant que les bibliothèques travaillaient trop bien, que les bibliothèques avaient trop de succès, qu'il y avait trop d'emprunts, et qu'il fallait les faire payer. Et qu'en termes de droit d'auteur, enfin pas droit d'auteur, hein, parce qu'on va voir que c'est pas si simple que ça. Et donc, il y a des gens qui ont décidé de faire payer à l'emprunt. C'était à l'époque 1 euro ou 1 franc, enfin je ne sais plus combien. Et je m'imaginais, moi, gamin, mais je n'aurais pas pu tout simplement entrer dans cette bibliothèque s'il avait fallu sortir 1 franc, 3 francs. 3 francs, vous imaginez 3 francs pour pouvoir avoir les livres. Donc, on a fait ce bouquin avec PEF pour un peu, j'allais dire, on a essayé de tailler des croupières à ces gens qui étaient capables de faire payer un môme pour qu'il rêve. Pour qu'il rêve et qu'il découvre. Pour qu'il ait la chance de prendre des livres dont il n'aurait jamais eu l'idée, mais qu'il a pris tout simplement parce que c'était gratuit, qu'il en fallait 3 et que ça l'a peut-être emmené très très loin. Et j'étais très très étonné que ça vienne du monde littéraire, que ça vienne de gens comme ça, qui ne se rappellent pas ce qu'ils avaient été comme gamins et ce que c'était pour eux
que d'emprunter dans une bibliothèque. Donc moi, voilà, j'ai fait beaucoup de bibliothèques, y compris la bibliothèque à Beaubourg, qui était absolument extraordinaire. Enfin voilà, voilà, c'est ce livre-là, je l'y trouve. Alors, ce qui est fou aussi, c'est que quand même les malfaisants dont je parle là-dedans ont quand même réussi à faire que, en ce qui concerne les livres, vous me direz si je me trompe, c'est Sophia, je crois, voilà, Sophia, voilà, il y a des gars qui collectent les sous. Il y a des, on ne sait pas dans notre milieu, mais il y a des gens, leur boulot, c'est de collecter les sous rapportés par les auteurs, les bibliothèques et tout ça, et eux, ils touchent tout, ils touchent une partie et ils redistribuent avec modération. On va dire avec modération. Voilà. Mais c'est un système tout à fait étonnant qui fait que voilà, un livre, bon, ça peut très bien se justifier, qu'un livre qui est acheté en un exemplaire qui n'est jamais, j'allais dire, lu, est autant rémunéré qu'un livre qui est beaucoup lu ou plein de fois. Je crois que c'est le principe, mais ça peut se défendre. Mais le fait qu'il y ait un organisme qui ramasse les sous comme ça, et donc ils sont dans de très beaux locaux, hein, je dois te dire. Ouais, non, parce que je vous vois inquiet, vous dites, le pauvre Sophia, hein, pour aux bibliothèques, c'est pas. Non, ça va bien pour eux et on n'est toujours pas potes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais bon, ça continue et on se bagarrera toujours, et je sais que vous vous bagarrez, et enfin moi j'adore les bibliothèques, je leur dois beaucoup, et je leur dois cette gratuité, cette surprise, et je leur dois beaucoup de bonheur. Et j'ai écrit ce livre-là, et je pense aussi que dans mes romans, du moins je l'espère, mais je viens d'y penser, il faudrait qu'un jour, un de mes romans commence par aux bibliothèques. Promis, je le fais la prochaine fois. Vous êtes tous témoins, hein, vous êtes tous témoins, il a promis. Et vous, Alice? Merci. Oui, mon rapport avec les bibliothèques, quand j'étais jeune, en fait, j'étais immigrée, parce que je suis née en Arménie, et je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans, donc j'ai appris le français à l'école. Et déjà, j'ai découvert la bibliothèque au CES, hein, au collège, et ça m'a fascinée, et j'ai lu tous les livres. Et arrivé à un moment donné, j'allais voir la bibliothécaire, et je lui disais, vous n'avez rien reçu de nouveau? Elle me disait, ben non. Et du coup, elle m'a parlé de l'OCB, les bibliothèques de quartier. Donc, je suis allée dans la bibliothèque de mon quartier, au Chartreux, dans le 4e à Marseille, et puis j'ai tout lu. Et donc, quand je suis arrivée à la fin, elle m'a dit, mais il y a les 5 avenues. Donc, je suis allée à la bibliothèque des 5 avenues, et pareil, j'ai tout lu. Et c'est vrai que cette idée de gratuité, parce que nous, on est arrivés, on était des réfugiés, pas politiques, mais pas loin, puisqu'on a fui Brejnev et le régime soviétique. Parce qu'à l'époque, l'Arménie, c'était l'URSS, c'était dans l'URSS. Et on n'avait pas d'argent, et surtout pas d'argent à consacrer à des livres. Et quand j'ai pu commencer à m'acheter des livres, et surtout quand j'ai pu commencer à acheter des livres à mes enfants, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça m'a fait, mais c'était cathartique, c'était incroyable. Voilà le rapport que j'ai avec les bibliothèques. Alors, cela dit, il faut savoir que depuis 2021, la loi Robert conseille fortement aux bibliothèques d'être gratuites, ce qui est le cas dans beaucoup de bibliothèques de France. Alors donc tout naturellement, la question suivante, est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie ou un qui vous a donné envie d'écrire? Alice? Alors, sans hésiter, c'est Le Petit Prince. C'est un livre qui a eu plusieurs rebondissements, on va dire, dans ma vie, parce que je l'ai relu à plusieurs âges. Et la première fois que je l'ai lu, je crois que j'avais 12 ou 13 ans, je l'ai lu vraiment au premier degré. Je ne comprenais pas tout, mais en fait, je me disais, mais j'ai l'impression qu'il y a des messages, mais je n'avais pas le décodeur. Je l'ai relu quand j'ai eu ma fille à 25 ans, et là, j'ai tout compris. J'ai cru avoir tout compris. Et je l'ai relu là récemment à 50 ans, et effectivement, je me suis dit, non, en fait, je n'avais pas du tout compris. Et c'est vraiment le livre qui m'a donné envie d'écrire. Daniel, même question? Oui, alors j'étais en train de me dire qu'il y en avait deux, mais il ne faut pas exagérer. Mais non, mais il y avait d'abord le roman de Renard. Quand j'étais gamin, j'ai découvert un truc dingue qui étonnait personne. Les animaux parlaient. Je ne sais pas si vous, ça vous a étonné quand vous étiez petit, ça étonne personne.
les animaux parlent. Et après, j'ai écrit beaucoup en jeunesse et j'ai fait parler les animaux. Mais j'ai aimé cette façon qu'avaient les grands, les adultes, d'accepter quelque chose d'aussi sidérant que ça, sans que ça leur pose le moindre problème. Et je me suis dit qu'en fin de compte, c'était ça aussi le bonheur d'écrire, c'est qu'on entre dans une espèce de confiance infinie avec le lecteur. C'est-à-dire, il est prêt à attendre de vous tout ce qui va l'émerveiller, va le ravir, va l'intéresser, va l'interloquer. Ça, c'est vraiment le roman de Renard qui m'a fait ça. Et moi, j'adorais quand Isengrin se faisait prendre tout ça. Bon, franchement, Isengrin, la queue dans le truc glacé, franchement. Il craque. Bon, voilà, c'est quand même, hein, quand on apprend ça petit, c'est quand même bien. L'autre, c'est un livre. J'avais des prix. J'avais toujours un prix. Quand j'étais gamin, j'étais fond de classe, moi. J'étais bon, très très loin. Mais j'avais, oui, j'avais ça s'appelait pas le prix du cancre. C'était l'élève le plus méritant. Bon, l'élève le plus méritant, c'était un truc qui était payé par la caisse des écoles ou un truc de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on prenait l'élève dont les résultats, compte tenu de son milieu sociologique, en fait, de sa famille. Donc j'étais 11e de 13, donc je battais tout le monde, parce qu'on multipliait la moyenne par le nombre d'enfants. Donc, je pouvais faire n'importe quoi, je grattais tout le monde tranquille grâce à ça. Donc j'avais chaque année un prix. Et mes parents venaient à la remise des prix pour mes sœurs, mais aussi moi, j'avais ce prix-là. Et on avait le droit à l'époque, c'était formidable, on choisissait son prix. Ils étaient étalés comme ça sur une table, et bien sûr, on prenait le plus gros, le plus épais, parce qu'on savait qu'on allait devoir, après, pendant la remise des prix, avec un ruban, on allait descendre comme ça. On ne le lisait jamais, ce truc. On s'en foutait complètement. Il fallait qu'il soit gros. Et s'il y avait la tranche dorée, alors là c'était formidable. Et un jour, je me prépare, parce que je vais avoir le prix d'élève le plus... et mon instituteur fait, non, mais je t'ai choisi ton livre, tu vas adorer. Méfiance. Et j'ai eu raison de me méfier. Il m'offre un livre épais comme ça et mou. Tiens, un flanc, quoi. Un truc, non, mais alors moi, vraiment, je mange des prix comme par exemple pour une insulte, quoi. Allez, d'abord, j'ai dit à mes parents, c'est pas la peine de venir à la remise des prix cette année, c'est pas la peine. Parce que je me voyais pas descendre, c'était dans un cinéma au Rincy, on descendait comme ça, les gars, avec son prix. Moi, je voulais pas me descendre avec ce truc, c'est la honte absolue. Et donc, je l'ai pas lu. Je l'ai rangé tout de suite chez moi, et je l'ai pas lu, ce truc. En plus, il y avait des images dedans. C'était même pas un truc qu'il y avait... Non, il y avait des images. Et l'instituteur me demandait, bon, et alors, Daniel, tu as lu? Non, j'ai pas eu le temps, et tout, bon. Parce que je voulais être champion du monde de football, et à chaque fois que je voulais une excuse, j'expliquais que j'étais en train de me préparer à être champion du monde de football plus tard, dès le CM2, quoi, CM1, CM2. Voilà. Et donc, un jour, quand même, je l'ai pris, parce que là, il m'a menacé. Bon. Et j'ai pris ce livre qui s'appelle L'enfant au Fennec. C'est une histoire, je vais essayer de vous en parler sans pleurer, mais c'est pas gagné. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il est en couleur. C'est un petit garçon, c'est un petit black. Et c'était la première fois que je voyais un héros de ma couleur. Parce qu'il n'y en a pas tellement dans la littérature comme ça. Donc je voyais un héros de ma couleur. Déjà, ça me surprenait. Il avait un duffel-coat. Et moi, j'avais rêvé d'avoir un duffel-coat. Vous savez, les duffel-coats. Et parce qu'il y avait un bouton qui sifflait. Vous vous rappelez pas de ça? Si, voilà, on avait un bouton qui sifflait. Ça, c'était le summum, ça. C'était le summum. Bon, donc, j'adorais déjà ce gosse. Et ce gosse, il était sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Et il y a un petit fennec qui se sauve d'une cage, comme ça. Et le gamin ramasse ce petit fennec et il commence à jouer avec lui. Et il s'aperçoit, parce que c'est l'hiver, que ce petit fennec tremble. Et que ce petit fennec a froid. Il essaie toutes les techniques possibles pour le réchauffer, mais le petit fennec a froid. Et cet enfant, qui a mon âge à l'époque, c'était entre 8 et 10 ans, il comprend que ce petit fennec va mourir. Qu'il va mourir. À cause de lui qui l'a pris et qui l'a emporté, il va mourir. Et cet enfant fait quelque chose d'insensé, quand j'étais gamin, ça me chavirait. Il attend au pied d'une passerelle d'avion pour remettre ce petit fennec à quelqu'un qui part vers les pays chauds.
C'est-à-dire que cet enfant remet la chose la plus belle du monde, la chose qu'il a le plus émerveillé. C'est le plus beau cadeau que la vie lui ait été faite comme cadeau. Et il le donne pour que cet enfant, pour que ce petit Fennec puisse aller dans les pays chauds et vivre. C'est-à-dire que ce geste vous apprend quand vous êtes gamin, quand vous avez 8 ans, que ce qu'il y a de plus beau, ce à quoi vous tenez peut-être le plus, il faudra le donner pour qu'il vive. Et fondamentalement, un écrivain, quelqu'un qui écrit des livres, écrit quelque chose qu'il espère beau, qu'il espère important, qu'il espère extraordinaire, et il doit le donner au lecteur pour que le lecteur le fasse vivre. Sinon, il ne vit pas. Les livres, c'est des petits Fennecs. S'ils ne sont pas lus, ils meurent. Et quand à 8 ans, vous comprenez ça, franchement, c'est un des plus beaux enseignements. Et peut-être que c'est à 8 ans que je me suis dit, bah, plus tard, tu ne feras pas des Fennecs, mais tu feras peut-être des livres. Et puis, tu les donneras et j'espère qu'ils vivront. Donc, ne pleurez pas, c'est mon histoire à moi seulement. Hein. D'accord ? Merci. Alors justement, puisqu'on parle de lecture et puisqu'on parle de lecture enfantine, donc ça tombe bien que vous ayez parlé de On lit trop dans ce pays, qui est un ouvrage jeunesse que vous avez écrit il y a une vingtaine d'années, alors qui est un petit bijou. Moi, c'est un des premiers livres qu'on a mis sur notre page Facebook quand on a ouvert la page Facebook de la médiathèque, en le sous-titrant comme quoi on avait un doute. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, alors ce livre, c'est, pour faire court, c'est une lettre d'amour aux héros de littérature jeunesse et de bande dessinée, c'est un plaidoyer pour les bienfaits de la lecture, et effectivement une critique en filigrane du profit à tout prix. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'omniprésence des écrans dans nos vies et surtout dans les mains de nos ados, qu'est-ce que vous diriez à un jeune d'aujourd'hui pour qu'il pose un peu son portable et qu'il se mette à lire? Qu'est-ce que ça vous a apporté la lecture à l'un comme à l'autre? Au niveau des enfants, je pense que c'est un peu comme tout. On aime les fraises, mais on n'aime pas les betteraves. On aime lire, mais on n'aime pas faire du sport, ou inversement. Mais je pense qu'il y a quand même une grande responsabilité de la part des parents. Je vais vous donner mon cas personnel. Je sais que tous les soirs, même quand ils étaient bébés, je lisais au moins une page, au moins une histoire. Au début, c'était une page parce qu'ils s'endormaient très très vite. Et puis après, quand ils sont devenus plus grands, c'était de plus en plus long. C'était carrément des petites histoires. Je n'ai jamais raté un soir où et puis en plus, j'adore lire à voix haute, donc ça tombait très très bien. Et je pense que cette sensibilisation-là, et le fait de transmettre à son enfant ce qu'on aime d'une manière ludique, nous, c'était, voilà, il n'était pas question que je rate un seul soir, une seule lecture à mes enfants. Et ça a duré très, très longtemps. Et quand je vous dis très, très longtemps, c'est qu'on a lu Harry Potter quand ma fille avait 15 ou 16 ans. Et je lui disais, mais c'est bon, Virginie, tu peux tu peux aller... Ah non, elle me disait, ça n'a pas le même goût. Elle voulait que je lui lise, et moi j'étais assise au milieu, mon fils à côté et ma fille de l'autre, et comme ça, ils pouvaient regarder les images aussi quand ils étaient petits. Et ils adoraient quand je faisais les voix, quand je refaisais les voix. Et je pense que pour ça, on a le temps. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps pour faire ce genre de choses. Et effectivement, maintenant, mes enfants lisent, et bon, ils sont adultes, hein, ils continuent de lire, et souvent, ils me disent, pour rigoler, hein, maman, tu nous lis une histoire à voix haute? Et c'est leur Madeleine de Proust à eux, voilà. Ben, ça dépend. Oui, parfois je le fais. Oui, oui, je prends le temps. Oui, oui. Et là, j'ai hâte des petits-enfants, mais bon, apparemment, ça ne vient pas encore. Merci. Vous, en plus, Daniel, je crois que vous avez dit que vous aviez commencé à lire, mais pas pour les bonnes raisons. Oui, non, mais moi, oui, c'est vrai, j'ai lu pour de tas de mauvaises raisons. Et la première, par rapport aux parents,
C'est quasiment un interdit qu'il y avait à la maison. Il y avait un interdit. C'est ma mère interdisait à mes sœurs, j'en ai beaucoup hein, de sœurs, interdisait aux sœurs de lire nous deux. On peut peut-être expliquer ce qu'est nous deux. Nous deux, aujourd'hui, vraiment, vous croyez qu'il faut expliquer? Ah, ce sont des romans, ce sont des romans sentimentaux, des romans d'amour dans lesquels un jeune homme beau et riche aime une jeune fille belle mais pauvre et que sa mère grosse et acariâtre veut lui faire épouser une jeune fille qui, elle, est vilaine mais riche. Bon, donc... Avec force photo. Voilà, en gros, et ça, tout ça avec des photos. Donc, ma mère était, à l'égard de mes sœurs, extrêmement... Alors, elle était radicale. Je veux pas que... C'était très rare d'avoir se mettre en colère. Et, alors, je sais pas. J'ai jamais discuté avec ma mère. Chez nous, d'abord, il n'y avait pas de livre, personne ne lisait, donc c'était pas une question. Alors, ça m'a intéressé, ça. Je me suis dit, si maman interdit à mes sœurs de lire nous deux, il y a un truc à voir de ce côté-là. Donc, je me suis piqué quelques nous deux et j'ai commencé à lire des nous deux. J'ai lu plein de nous deux. Ah non, ça, franchement, en fait, je me suis aperçu d'une chose, et on ne sait pas qu'on est en apprentissage quand on est gamin, que nous deux contient le premier schéma narratif universel. C'est très simple. Si vous lisez nous deux, en lisant nous deux, vous apprenez à écrire tous les livres du monde. J'aurais su. Qu'est-ce que c'est que nous deux? Nous deux, c'est fondamentalement, alors je vous ai parlé de la mère, du père. Non, si on a bien compris l'histoire, c'est l'histoire du dragon et de la princesse. Le dragon et la princesse, c'est quoi? Il y a un prince, il a envie, désir, il aime une princesse. Et au milieu, il y a un dragon qui est là pour l'empêcher. Le dragon, c'est la belle-mère, hein, vous avez compris. D'accord Eh bien, et après, quand vous résumez encore le résumé, vous apercevez de quoi? Que vous avez quelqu'un qui désire quelque chose et que quelqu'un l'empêche. Ça s'appelle « je désire et j'ai un obstacle entre moi et mon désir ». Mais tous les bouquins sont construits sur le fait que quelque chose veut quelqu'un, il veut quelque chose, il veut de l'argent, et quelqu'un l'empêche. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de roman. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez compris ça, quand vous êtes gamin, vous adorez nous deux. C'est tout, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il fallait écrire des histoires dans lesquelles quelqu'un veut... Il veut quoi? Des sous? Il veut être aimé? Il veut avoir du pouvoir? Il veut... Eh bien, très bien, et vous lui mettez des obstacles. Et puis, vous vous retrouvez avec une histoire. Donc, moi, je vénère ma maman, je la vénère pour plein de choses, mais pour cet interdit qui a fait que je me suis intéressé, non pas intéressé à l'écriture, mais que j'ai trouvé ça fastoche. Fastoche, c'était le terme qu'on utilisait, c'est-à-dire que quand vous avez un schéma de ce type-là dans la tête, et que vous le reproduisez avec des nouvelles, avec des histoires, vous apercevez que ça marche, après vous sophistiquez le truc, puis après, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes grand? Vous vous débrouillez pour que le lecteur s'en aperçoive pas. C'est comme, voilà, c'est ça, qu'il ne s'aperçoit pas que vous êtes en train d'utiliser de façon le plus subtile possible une recette très simple. Très très simple. C'est pour ça que tout à l'heure, on discutait, on y reviendra peut-être, sur le fait que moi, je veux que tout le monde lise. Et quand on me dit que c'est compliqué, je dis non. Non, c'est pas si compliqué que ça. Hein? Do it, faites-le, essayez, voyons, causons. Mais c'est pas si compliqué que ça si on en vient au schéma narratif de base. Et si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, et faites-les breveter. Hein, d'accord? Merci. Alors, puisqu'on parle écriture, récemment, Patrick Modiano, donc prix Nobel de littérature, a dit que pour décider d'écrire, il fallait qu'il y ait quelque chose qui cloche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors ça tombe très très bien parce que pour moi l'écriture, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est une thérapie. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je pense que c'est comme les chansons. Les chansons où ça parle de joie, de bonheur, elles sont ennuyeuses, pour pas dire un autre terme. Les plus belles chansons, c'est les chansons qui vous déchirent l'âme, qui vous déchirent le cœur. Je pense qu'il faut avoir une fêlure quelque part pour avoir... Enfin, je parle que pour mon propre cas, évidemment. Il faut avoir une blessure. C'est pas pour rien que j'ai écrit sur les blessures de l'âme. Il faut avoir une blessure, il faut ressentir une fêlure pour écrire.
Après, on peut écrire la joie aussi, puisque dans la vie, il y a malheureusement il y a des hauts et des bas, ça monte et ça descend, et heureusement, ça ne fait pas que monter et que ça ne fait pas que descendre. Sinon, bon, ça serait un peu difficile et ça serait ridicule. Mais j'ai oublié la question. Non, la question c'était qu'est-ce que vous pensiez de l'affirmation de Modiano qui dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui cloche pour qu'on se mette à écrire? Alors peut-être quelque chose qui cloche, oui, tout à fait. Je pense que là où on est le meilleur, c'est quand on se challenge en fait. Moi, je sais que je n'aime pas écrire toujours dans le même genre littéraire, parce que d'abord j'ai peur de me répéter. Et ensuite, pour moi, je me pose des défis. Je me dis, tiens, alors mon prochain roman, ben, ça sera un polar, par exemple. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Après, ben, l'histoire de ma famille. J'ai écrit des nouvelles historiques, j'ai écrit du développement personnel, du feel good, du nous deux. Hein. C'est le feel good. Hein. Voilà, et je me dis que j'ai besoin de me challenger pour sortir le meilleur de moi-même. C'est comme quand on veut escalader une montagne, si on ne sort pas le meilleur de soi-même, on n'arrive pas au sommet. Et voilà. Merci beaucoup. Daniel Picouli, alors, Modiano, il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui cloche? Oui, Modiano, c'est des boutiques obscures, hein, c'est relativement simple. Je ne connais pas quelqu'un, ou à quelque époque que ce soit, pour qui ça ne cloche pas. Si vous arrivez, et c'est une des choses les pires qui peut vous arriver au niveau de conscience, ça vous arrive gamin des fois, vous êtes mou. Moi je me souviens très bien le jour où j'ai commencé à regarder les étoiles. Et le jour où je me suis promené avec ma petite sœur, qui était, je dis petite sœur parce qu'elle mesure 1m49,5, mais c'était ma grande sœur, et à qui j'ai demandé, je devais avoir 7-8 ans, j'ai demandé avec un air très très pénétré, mais moi les chiffres, mais quand est-ce que ça s'arrête les chiffres, hein? Elle me dit jamais. Mais comment, c'est pas possible jamais. J'ai dit si, on peut toujours rajouter 1. Vous avez une leçon de ce type-là quand vous avez 8 ans, vous êtes tombé en pleine métaphysique, quoi. C'est-à-dire que vous vous demandez ce qu'il en est de la finitude du monde, comment il se faisait que des êtres aussi parfaits que nous, moi, vous, tout ça, on était mortels. Alors vous commencez, ça commence à mouliner, et vous trouvez ça parfaitement injuste, donc ça cloche dès le début. C'est-à-dire que ça cloche dès le début. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que ces mécaniques absolument somptueuses que nous sommes, tous ici, uniques, quasiment génétiquement, pourquoi est-ce que ça doit finir? Pourquoi est-ce que ça doit finir un truc aussi parfait que nous? Bon, et il est bien évident qu'à partir du moment où on a intégré ça, que ce soit petit, moyen ou grand, eh bien évidemment, ça cloche. Et après, on essaie non pas de rattraper ça, non pas de faire en sorte que ça ne survienne pas, parce que ça surviendra quoi qu'on fasse. Quoi qu'il en soit de nos efforts, quoi qu'il en soit de notre qualité, quoi qu'il en soit de nos sacrifices, ça surviendra. À partir du moment où ça, vous l'intégrez, quelle que soit la raison ou la façon, ça cloche. Et tant mieux si ça cloche, parce que si ça vous met en mouvement, Modiano, ça le met plus sur un mode nostalgique. C'est cette idée que, mais ça clochait aussi quand il était petit, Modiano. Ça clochait aussi quand, moi, ça clochait dès que j'ai eu cette espèce d'ouverture sur l'infini. Donc, je sais pas, tout le monde est allé en colonie de vacances à regarder les étoiles un après-midi ou une nuit d'été, et ça cloche. C'est pas possible qu'on soit là, qu'on nous raconte que les choses qui viennent à nous sont mortes depuis des milliards d'années. C'est un truc qui me sidérait absolument. Donc on est des êtres métaphysiques depuis tout petit. Donc forcément ça cloche. Et après on fait avec, on pactise avec ça, on s'arrange avec ça. Mais ça cloche. Et c'est joli quand même, merde. Alors, moi je trouve qu'on devrait tous se balader avec une petite clochette, là, comme il y avait auparavant, pour nous rappeler que oui, ça cloche. Mais curieusement, vous savez, clocheter, c'est en fait, c'est à cloche-pied. Hein. Clocher, ça vient du fait, comme ça, qu'on peut marcher à cloche-pied. Et ouais, dans cette formidable vie, nous, les somptueux êtres que nous sommes, nous avançons à cloche-pied. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt joli, c'est à nous d'en faire quelque chose.
Et moi, j'espère que quand je cloche, ça teinte joliment. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Alors, venons-en à vos ouvrages respectifs. Alors, Les larmes du vin, donc même si ce n'était pas forcément l'idée au départ, c'est un livre qui vous a donné à nouveau l'occasion d'évoquer vos souvenirs. Alors, le vin reste le fil rouge, rosé, blanc et même noir, parce que les néophytes comme moi, par exemple, ont appris qu'il y avait du vin noir. Mais bon, vous parlez quasiment autant de cinéma, d'histoire. On apprend d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'enfant léopard, on apprend par exemple d'où vient l'enfant léopard. Vous détournez joliment quelques expressions de façon mélancolique un peu avec la part des anges, vous nous expliquerez après. Tout à l'heure, Alice, vous parliez de la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, Daniel va pouvoir vous expliquer que c'était pas du tout une Madeleine, mais que ça aurait fait beaucoup moins joli. Voilà, vous parlez un peu de Daniel Pénac aussi, mais vous décidez de rien en dire. Mais enfin, bon, après, c'est un passage incontournable. Chez vous, donc, il y a des larmes, certes, mais donc elles sont autant de mélancolique de joie, Daniel. Oui, alors je vais juste revenir sur cette idée. Il y avait Daniel Pénac, il y avait dans ce que vous disiez, mais il y a fondamentalement une escroquerie. Moi, j'ai été nommé chevalier du Tastevin à Bourgogne. En Bourgogne, le Clos Vougeot, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est tan-ta-ta-ta, il y a des dames qui bougent la tête là. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent le Clos Vougeot. Donc le Clos Vougeot, c'est du grand badaboum badaboum, c'est aussi bien la fête du vin, des connaisseurs, et puis une gigantesque entreprise commerciale et mondiale, parce que le Bourgogne est un vin qui, dans ses grands crus, se consomme plutôt à l'étranger, tellement il est cher. D'accord ? Donc quand vous êtes nommé, ça le fait, comme on dit, mais vous savez un truc, c'est que vous allez vous retrouver devant 500 spécialistes. Et vous devez parler du vin. Et alors donc, vous savez déjà que vous allez vous faire vitrifier si vous parlez du vin, parce qu'ils savent tout, et réciproquement, sur le vin. Donc vous avez deux solutions. Vous êtes maso et vous parlez du vin, vous faites le malin, vous employez des termes que vous connaissez que depuis la veille, que vous avez regardé dans des... Non, vous pouvez faire ça. Si vous aimez les coups, faites-le. Hein, si un jour vous êtes... Parce que, voilà. Ou alors vous faites le truc du conférencier habituel, du conférencier lambda et un peu malin ou un peu peureux, qui parle de la seule chose qu'il connaît mieux que tout le monde, lui. Comme ça, c'est réglé. Vous prenez un sujet, vous êtes invité sur littérature, et là, ça sera littérature et moi. Le vin sera le vin et moi. Et donc, vous faites une petite liste comme ça, parce que vous avez un discours à faire quand même, il faut tenir la cadence. Hein. Vous avez un discours à faire. Alors d'abord, déjà, il y a tout le tralala. On rentre au son du corps, les gens sont habillés, on a l'impression qu'on rentre au Moyen-Âge dans une secte secrète. Il va sûrement y avoir un sacrifice humain, mais on est prêt à tout. Non, mais c'est un truc dingue, vivez-le au moins une fois, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Et donc, voilà, vous listez le vin, et puis... vous le faites de façon biographique, vous êtes un peu primaire et premier, et vous commencez dans le ventre de votre mère. Moi, j'ai commencé dans le ventre de ma mère, parce que c'est là que je me sens le mieux pour commencer un livre, en règle générale, et je suis tranquille. C'est le seul endroit où j'ai été fils unique pendant 9 mois, donc c'est quand même, quand vous êtes 11e de 13, c'est un trésor, hein, cette affaire, cette situation-là, et j'adorais ça, et surtout en ce moment, beaucoup quand je rencontre des scientifiques, je leur dis, mais faites des recherches sur ces 9 mois qu'on a oubliés. Je trouve ça insensé, je trouve ça... c'est un véritable trésor. Pendant 9 mois, on est justement le trésor du monde et de sa maman. Tout le monde parle autour du ventre de votre maman, de vous, un peu du monde, mais de vous. C'est le dernier moment dans votre vie où vous serez vraiment une idole absolue, un sujet de conversation. Le centre du monde, il est juste derrière le nombril de votre maman. Vous. C'est quand même la classe, non? Mais pensez-y, parce que je vous assure que si vous vous mettez dans cette situation-là, d'avoir écouté et d'essayer de vous souvenir de ce qu'on disait autour de vous. Donc je compte sur les neurosciences pour qu'ils trouvent dans un petit synapse enroulé quelque part, voilà, pour trouver que c'est... Moi, je m'en fous. S'ils ne trouvent pas, moi, je l'ai fait. Moi, j'ai trouvé. Donc je commence à raconter. Et il y avait... je me suis dit, quel est le premier mot associé au vin que tu as entendu dans le ventre de ta mère? Et c'était une expression, la tache de vin. La tache de vin, c'était, à cette époque-là, parmi les croyances très répandues, si une femme était enceinte et qu'elle avait une envie,
elle avait une envie, elle se touchait quelque part, et l'enfant avait une tache à cet endroit-là. Bon, je ne sais pas si cette tache de vin, voilà. Et donc, moi, j'étais dans le ventre de ma mère, et je me disais, maman, ne te touche pas. S'il te plaît, nulle part. Et tu peux avoir toutes les envies, mais ne te touche surtout pas, parce que je ne veux pas avoir, moi, alors il y a la morsure de l'ange, tout ça, enfin, il y a des tas de noms pour toutes ces tâches-là, et je ne voulais pas ça. Et d'ailleurs, quand je suis né, et puis que le type a tout vérifié, et qu'il a dit tâche de vin négatif, je me suis senti mieux. Ma maman avait écouté, elle n'avait pas eu d'envie pendant que j'étais dans son ventre. Ou alors elle ne s'était pas touchée. Je crois aussi. Je crois aussi. Et donc, en gros, j'ai fait ça, et je me suis aperçu qu'en fin de compte, après j'ai avancé, parce que des fois je sors du ventre de ma mère quand je raconte, j'ai eu mon baptême, j'ai tout ça. Donc j'ai au fur et à mesure essayé de retrouver les... Et vous vous avez employé une expression que c'est vrai que j'aime beaucoup, qui est la part des anges. La part des anges, c'est cette part d'alcool qui disparaît quand le vin ou le rhum est en tonneau, il y a cet alcool qui s'en va, et on appelle ça la part des anges. Certainement parce que des mecs dans les caves devaient piquer un petit peu d'alcool, et ils appelaient ça la part des anges. Enfin, à mon avis, il y a un mec qui a trouvé le truc pour expliquer le coulage dans les caves. Bon, admettons. Mais cette part des anges est... c'est vraiment une expression aussi familiale qui a été très, très, très violente pour moi. Enfin, pas très violente, oui. C'est que ma maman avait un enfant tous les 15 mois. C'était, comme elle dit, réglé comme du papier à musique. Bon. Et moi, j'étais un petit peu la fausse note, parce que mon frère est né en 42 et moi, je suis né en 48. Et bien évidemment, c'est après la guerre. Après la guerre, l'horloge de ma maman s'est un petit peu déréglée, puisqu'elle a attendu 6 ans avant d'avoir un enfant après mon frère. Et il y a une copine qui a dit comme ça, c'est une phrase que j'ai entendue, bah, pendant cette période-là, tu as dû faire des anges. Tu as dû faire des anges. Et cette formule, tu as dû faire des anges, c'est quelque chose aussi qui a tourné dans ma tête, parce qu'à cette époque-là, enfin, dans les années, début des années 50, après-guerre, il y avait une dame qui avait été guillotinée, parce que c'était une faiseuse d'anges. C'était une faiseuse d'anges, et à cette époque-là, elle a été guillotinée en 43. Moi, je suis né en 48, et je trouvais que... Et d'ailleurs, la seule motivation pour sortir du ventre de ma mère, où j'étais bien, je ne vois pas pourquoi, c'est complètement ridicule, ça aussi, pourquoi sortir et se mettre en situation métaphysique, de devoir... Non, je restais là. Et quand j'avais entendu cette histoire-là dans le ventre de ma mère, je me suis dit, la seule façon que j'ai de sauver ma mère et qu'elle ne puisse pas être condamnée, parce que c'était la première fois qu'elle me faisait à la clinique, je trouvais ça bizarre, c'est de naître. En naissant, ma maman ne peut pas faire un ange, donc on ne peut pas condamner ma maman, donc on ne peut pas couper la tête à ma maman. Déjà, j'avais ces raisonnements-là dans mon ventre, dans le ventre de ma maman. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup trotté dans la tête. Et dans une certaine mesure, ça m'a peut-être mieux raconté ma mère, leur vie, la guerre, avoir 10 gosses pendant la guerre, et se balader sous les bombes, tout ça, avec 10 mômes dans un chariot. Enfin, et puis c'est cette période où on doit éviter d'avoir des enfants, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas les nourrir. Et qu'est-ce qui s'est passé, où sont ces anges, peu importe, enfin je leur rends hommage quand je peux. Mais c'est des choses, quand vous les apprenez comme ça, elles vous disent sur votre histoire plus de choses que des tas et tas de discours. Donc c'est pour ça que j'aime cette formule, la part des anges. Et mon livre est traversé de toutes ces évocations, et parce que je dis, parce que je le crois, et parce que j'en suis certain, que chacun a une ligne de vie, une ligne de vin. Si vous suivez le vin dans votre existence, et que vous énumérez les moments où il a existé pour vous de façon heureuse, de façon amoureuse, de façon malheureuse, de façon dramatique, vous allez raconter une histoire de vous, une histoire. Et une ligne de vin, c'est pas une ligne qu'on suit d'ordinaire. Les gens, on raconte sa biographie, on raconte sa vie à travers ses histoires, ses amours, ses aventures, ses voyages, ses engagements, ses idées, mais pas le vin. Et pourtant, je peux vous assurer que si vous le faites, et même de par vous, en dehors de toute publication, si vous le faites pour vous, vous allez être étonné de la très belle ligne de vie que le vin raconte pour chacun. Et c'est, pour moi en tout cas, je sais que j'ai dit des choses dans ce livre que je n'avais dit nulle part ailleurs en termes biographiques, et j'espère sans avoir exagéré, parce que c'est toujours
Le vin, c'est cette ligne de crête sur laquelle on se promène. Et il ne faut pas verser d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc et à la fin, ça fait un roman. Et à la fin, ça fait un roman et tout le monde a à sa disposition ce roman-là. Faites-le, même de part vers vous, même en secret, comme vous voulez, et vous allez être étonné de ce que vous apprenez, et pas seulement sur vous, sur l'époque aussi, voilà. Si vous avez, on n'a pas de temps, sinon je vous raconterai les années 60 et puis les caddies remplis à ras-bord dans les hypermarchés. Ça a de la gueule. Merci. Il faut quand même, parce qu'on leur a promis, il faut leur expliquer le coup de la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, c'est l'intuition romanesque. L'intuition romanesque. Proust, il savait qu'il écrirait, il savait que c'est un gars qui a passé tous ses souvenirs au trémie de ce désir d'écrire, surtout de désir d'être quelqu'un en matière de littérature. Donc tout ce qu'il vivait, et c'est pour ça que cette Madeleine de Proust est très importante, parce qu'elle jette un regard assez particulier sur la mémoire de Proust, qui est assez somptueuse, qui est effroyablement subtil. Il faut dire que Proust, il a passé des années dans son lit, il sortait pas, qu'il envoyait ses amis dans les fameux bals ou réceptions qu'il décrit pour qu'ils reviennent et lui racontent ce qu'eux ont vécu pour en faire du Proust. Voilà. Et il y avait dans la Madeleine de Proust, je suis désolé, mais vous le savez, c'est pas une Madeleine. C'est pas une Madeleine, c'est une biscotte. Eh oui, il trempait une biscotte. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'une biscotte est comme avenir littéraire? Franchement, un gars qui fait une œuvre en disant « Moi, je me rappelle de tout en trempant une biscotte dans le thé. » Hein? Eh bien, quand on a cette intuition littéraire, quand on a compris ça, quand on a appris ça, après, ce qu'on comprend quand on écrit, c'est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on veut restituer? Qu'est-ce qu'on veut restituer comme émotion? Qu'est-ce qu'on veut restituer comme moment? Est-ce que on veut parler de la mémoire? On dégage la biscotte. On invente la Madeleine avec cette jolie façon qu'elle a de se désagréger dans une tasse de thé. Et on est simplement un littérateur. On est quelqu'un qui fait de sa vie et de sa biographie un roman. Et Proust était de cet ordre-là. Et quand vous savez ça, vous savez qu'il le faisait pour tout. Tous les souvenirs de Proust sont des souvenirs à base de biscottes dont il fait une Madeleine. C'est aussi simple que ça. Et si vous comprenez ça, quand vous écrivez, ou vous-même quand vous écrivez, eh bien, vous devez partir même d'un fond de sauce, j'allais dire, personnel, qui est lié à votre histoire, biographique, et vous devez en faire des madeleines. On ne vit que des biscottes, c'est tout. Et on raconte des madeleines. C'est ça la littérature, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, parlons maintenant de revenir à Marseille. Alors, si votre livre, c'est aussi une chronique familiale, on n'est clairement pas dans la même ambiance, puisque, donc, comme on l'a présenté, vous parlez de l'histoire de vos grands-parents paternels et maternels, donc en partant des persécutions turques donc en 1915, et vous allez jusqu'au début des années 70, justement, quand vous revenez à Marseille. Alors, entre-temps, au milieu d'un XXe siècle plus que houleux, donc votre famille va vivre des épisodes, on ne va pas trop divulguer, mais enfin... Il y a des épisodes quand même qui sont plus que tragiques. Alors il y a par exemple cet épisode de l'orphelinat où on essaye de faire, alors c'est votre grand-mère, voilà, à qui on essaye de faire perdre tous ses réflexes, toutes ces bases arméniennes, etc. Et qui sera tiré de là par son père et son frère, voilà, dans un épisode un peu rocambolesque. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une histoire d'amour en Italie qui va être contrariée. Alors heureusement contrariée, sinon vous ne seriez peut-être pas là. On a une relation un peu extra-conjugale en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a donc l'exode en France où tout se passe bien, mais où votre papa va être un peu trompé par les trompettes staliniennes qui vont lui faire croire que s'il revient en Arménie avec sa famille, ça va être tout beau, tout bien. Et en fait, pas du tout, c'est la grosse déception. Et donc au final, retour à Marseille. Alors moi en lisant votre roman, je me suis dit qu'il y avait limite matière à en faire deux, quoi. C'est impressionnant. Ça n'a pas dû être facile de relater ces événements. Alors vous avez été obligé de meubler un peu parce que ça part des témoignages de votre famille. D'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que vous verrez dans le roman, il y a des QR codes qu'on peut flasher pour retrouver les vidéos justement de ces entretiens avec votre famille. Comment ça vous est venu cette idée et comment vous avez réussi à sortir tout ça? Et en fait, le déclic, ça a été la troisième génération.
Ma sœur a eu donc 2 petits-enfants. Et mes parents étant quand même très âgés, bon, ils sont toujours en vie, ils se maintiennent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais un jour, en discutant avec mon père, il m'a dit: ah, quel dommage, quand ils auront l'âge de comprendre, hein, donc ces arrière-petits-enfants, je ne serai plus là pour leur raconter. Et je lui ai dit: mais papa, tu sais qu'il existe la technologie, notamment le téléphone portable. J'ai pris mon téléphone portable et je dis: vas-y, raconte-moi ta vie. Et ça a commencé comme ça. Alors au début, il me disait: mais c'est il y a tellement longtemps, jamais je vais me rappeler, tu te rends compte? Je dis: bah écoute, on va commencer par l'arbre généalogique, donc qui sont ton père et ta mère. Et on a essayé de remonter comme ça. Et c'était des petits films courts en fait que j'ai fait. Et puis ma mère est arrivée derrière avec le café. Qu'est-ce que vous faites? On lui a dit: bah, écoute, tiens, viens t'asseoir et raconte-moi ta mère et ton père. Je me suis dit: on va commencer comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était eux qui m'appelaient. Alors, mon père m'appelait en me disant: viens avec ton téléphone, parce que je me suis souvenue de quelque chose, il faut absolument que tu me filmes. Alors, donc, tous ces petits films que j'ai faits, je les ai mis sur une chaîne YouTube dédiée. Et je me suis dit: c'était pour les arrière-petits-enfants, c'est ta vie. Et c'est gravé dans le marbre et ils pourront regarder quand ils en auront envie, quand ils auront l'âge. Et finalement, de 1 film, 2 films, 3 films, j'en ai fait, je ne sais pas, une trentaine. Et alors ma mère parle en arménien, donc j'ai sous-titré en français, mais mon père parle en français parce que lui est né en France. Et donc, comme vous disiez, à l'âge de 12 ans, il est parti en Arménie parce que c'était la propagande de Staline qui qui avait fait appel à la diaspora de par le monde en disant: vous avez un pays qui vient d'être créé au sein de l'URSS, c'était la République socialiste soviétique d'Arménie, venez le peupler. Et évidemment, on leur a fait croire que ça allait être monts et merveilles, et puis ils se sont retrouvés dans des caves à 18 personnes à travailler pour le gouvernement, pour les sovkhoz, dans les kolkhozes, c'était... bref, il raconte tout ça hein, aussi. Et mon père, un jour, me dit: mais ma fille, tu inventes des histoires alors que tu as une histoire toute prête avec une trame narrative incroyable, avec des rebondissements. Il y a des trahisons, il y a la guerre, il y a de l'amour. Il y a, et oui, oui, parce que les parents donc mon grand-père et ma grand-mère n'étaient pas mariés et ils ont quand même eu des enfants hors mariage. Et donc mon papa, c'était le bâtard et ça l'a suivi toute sa vie. Et il raconte aussi tout ça. Et en fait, mon père a vécu pendant 26 ans en Arménie et tous les jours, il avait qu'une obsession, c'était de revenir à Marseille. Et il m'a dit: mais ma fille, tu inventes des histoires, tu m'as écrit l'histoire de notre famille. J'ai dit: bon, allez, ça va. Et au moment où j'ai commencé, donc j'ai voulu en faire vraiment un roman et non pas un témoignage. Parce que les témoignages existaient déjà en film. Et après, je me suis posé la question: mais c'est dommage quand même que ces petits films, ils soient perdus, ils soient pas vus. Et j'ai eu l'idée de faire des QR codes. Donc, en fait, vous allez lire un chapitre. Ensuite, vous flashez avec votre téléphone le QR code et vous allez tomber sur la partie du film où mon père ou ma mère raconte ce que vous venez de lire. Et comme ça vous permet d'avoir les deux côtés. Vous avez le côté romanesque où je voulais quand même, les personnages, la trame narrative, tout ça, toutes ces choses-là sont vraies. Mais je voulais quand même faire un roman de la fiction pour que ce soit agréable à lire, que ce soit épique, que ce soit un roman d'amour, un roman d'aventure. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Parce que l'histoire de ma famille, on sait que sur 3 générations, l'histoire de ma famille, c'est vraiment une histoire aussi.
Et c'est pas seulement l'histoire de ma famille, hein, c'est la petite histoire de ma famille dans la grande histoire avec un grand H. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait. On s'en rend pas compte puisqu'on on vit l'actualité au quotidien. Mais quand on se retourne et qu'on se rend compte il y a eu donc un génocide, il y a eu une guerre, il y a eu des migrations. Et j'essayais à chaque fois de remettre tout ça dans le contexte de ma vie. C'est-à-dire que j'essayais de mettre en perspective, si ma grand-mère, il y a 110 ans, n'avait pas pris cette décision-là, qu'aurait été ma vie, en fait, aujourd'hui, en 2023. Et il y a ces corrélations à faire, effectivement. Et je parle aussi beaucoup de la migration, parce que je suis moi-même j'ai changé de pays, et croyez-moi, c'est pas quelque chose qu'on fait de bon cœur. Surtout que moi, je n'avais que 5 ans quand je suis arrivée en France. Et en fait, j'ai été trimballée dans les bagages de mes parents. On m'a rien demandé, on m'a rien expliqué, je n'ai pas compris. Et je pense qu'on parlait de blessure tout à l'heure. Ça, c'est une grosse blessure. Vous savez, quand on déracine un arbre, ben, il a un peu de mal à refaire. Et pourtant, la résilience, hein, mes racines ont repoussé dans ce magnifique pays. Et tous les matins, avant de partir à l'école, mon père nous demandait, à ma sœur et à moi, d'embrasser le sol. Parce que c'était le sol qui nous avait sauvés, qui avait sauvé notre famille. Et ça, quand on est enfant, qu'on a 5 ans, que le matin, encore en pyjama, votre papa vous dit « Allez, Jeanne, Alice, embrasser le sol pour remercier la gratitude », ils nous ont vraiment inculqué voilà, dans la transmission, il y a ça aussi. Il y a cette gratitude pour le sol, pour le pays qui nous a accueillis. Et la première chose qu'on a fait, ben, c'est apprendre la langue, apprendre le français. Donc, je suis tombée amoureuse de cette langue. Et je suis tellement heureuse de pouvoir avoir cette capacité de la manier assez pour pouvoir en faire des histoires. Merci. Alors, c'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas assez compte, peut-être quand vous parlez, c'est vrai que quand vous dites épique, il y a quand même des scènes qui sont très fortes. Alors, sans plomber l'ambiance, j'aimerais que vous expliquiez, parce que vous parliez de votre grand-mère, donc je pense à votre grand-mère maternelle, la façon dont elle a échappé aux Turcs. Vous parlez du trou. Alors, c'est la maman de mon papa, en fait, qui a fait Alors, quand il y a eu le génocide des Arméniens, c'était un exode, en fait. C'est-à-dire que les Turcs ont tué tous les Arméniens qu'ils pouvaient tuer. Les autres, dont ma grand-mère et sa mère, se sont retrouvés dans on appelait ça les convois de la mort. Donc, ils sont partis de l'Anatolie, donc tout à fait au bord de la Turquie. Et il y avait 2000 kilomètres de marche, en fait, pour se retrouver dans le désert syrien de Deir ez-Zor. Ma grand-mère, donc la maman de mon papa, avait de l'arthrite. Depuis toute petite, elle avait cette maladie déformante des genoux notamment. Elle ne pouvait pas marcher. Et elle est née en 1899, donc elle avait 16 ans. Et c'était une toute jeune fille, effectivement. Et elle n'aurait jamais pu marcher dans les convois. De toute façon, ces convois, ça servait à ça, en fait. C'était pour... c'était marche ou crève, en fait. Et quand ma grand-mère s'est retrouvée avec sa maman dans ce convoi, sa mère savait parfaitement qu'elle ne pourrait jamais survivre. Donc, elle avait caché un petit peu de sous dans sa poche, et elle a acheté un âne. Elle a fait monter sa fille dessus parce qu'elle s'est dit au moins elle n'aura pas à marcher. Sauf que le premier gendarme à cheval, le gendarme turc qui s'est retrouvé devant cette jeune fille, l'a fait tomber et a pris l'âne, l'a volé. Donc, arrivée au deuxième village, pareil, elle achète un âne et pareil, elle se le fait voler et puis finalement, il n'y avait plus d'argent. Donc, il fallait bien trouver une stratégie
Et la seule stratégie qu'elles ont trouvée, c'est que tout le long du chemin, il y avait des énormes trous d'obus avec des cadavres dedans, des charniers. Et donc mon arrière-grand-mère a dit à ma grand-mère, écoute, au prochain trou d'obus, je te pousse, tu te dissimules parmi les morts, tu fais la morte, et advienne que pourra. Et c'est ce qui s'est passé. Au prochain trou d'obus, elle a poussé ma grand-mère qui s'appelle Vartoui, qui est rose en arménien, et elle s'est dissimulée sous un cadavre puant, hein, et en fait, c'est comme ça qu'elle a pu survivre. Pour ce qui est de mon arrière-grand-mère, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Voilà. Désolé pour l'ambiance, mais oui, c'était pour vous montrer que voilà, il y a quand même des sacrés rebondissements dans ce livre. Alors sur une note un peu plus gaie, on va passer à votre actualité, parce que Revenir à Marseille, donc c'est votre roman précédent. Vous avez écrit quelque chose d'un peu plus léger. Donc ça s'appelle Quoique. Donc c'est un polar plutôt fun qui s'appelle donc Oups, j'ai tué ma bosse. Je vais vous laisser le présenter à nos lecteurs. Alors, on parlait de catharsis tout à l'heure. Donc, un jour, parce que, bon, je n'ai pas cette chance de pouvoir vivre de ma plume. Donc, voilà. Donc, je travaillais, parce que du coup, j'ai démissionné pour pouvoir écrire ce livre. Hein. Voilà. Je travaillais dans une administration. Et un jour, j'en pouvais plus. Les petits abus de pouvoir, vous savez, des cheffaillons qui ont un tout petit pouvoir et qui en usent et qui en abusent et qui en abusent. Et puis finalement, on se rend compte qu'on est en burn-out à cause de quelqu'un qui est là et qui vous pourrit la vie tous les jours à force d'humiliation et de... Voilà, on ne sait pas pourquoi, ça se passe comme ça. Et un jour, j'ai vraiment eu envie de la tuer. Et là, je me suis dit, non, Alix, non, tu vas démissionner et tu vas écrire un livre. Et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, bon, c'est un polar. Et en fait, je tourne vraiment en ridicule tous ces cheffaillons, etc. Et je me suis dit, le meilleur moyen de ne pas tomber malade, c'est de sortir tout ça et de m'en moquer. Alors là, je me suis régalée. On revient sur le quelque chose. Absolument, absolument. Et je vous dis, c'était une catharsis. Donc c'est encore un peu autobiographique. Alors, une de mes dernières questions, vous qui avez donc tous les deux écrit pas mal dans l'autobiographie, nous on le voit à la médiathèque, qu'est-ce qui plaît autant aux gens dans l'autobiographie? Pourquoi les gens se retrouvent autant dans la vie des autres? Qu'est-ce qui fait que ça marche autant? Daniel Piccoli. D'abord, les autobiographies, ça montre qu'on a tous une vie exceptionnelle, mais qu'il suffit de l'écrire. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit le chant de personne, c'est une histoire très banale. Il s'y passe rien de formidable, c'est pas des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Mes parents ont dit, bon, quand même 13 gosses, les élever, tout ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais enfin, vous ne faites pas les premières pages avec ça, hein, et puis vous n'entrez pas dans le Grand Robert. Mais il y a une façon de le raconter, effectivement, qui est très inconsciemment, vous savez, et ils sont pour vous des héros, mais des vrais héros. Des vrais héros. Et donc, vous savez... très inconsciemment, et tant mieux de ne pas y penser, que vous allez en faire des gens qui vont être aimés. C'est ce que vous voulez, c'est qu'ils soient aimés. Et que leur histoire soit connue. Parce que, bon, moi, mes parents ont disparu très tôt, mon père a 50 ans, tout ça. Bon, et des gens qui meurent de leur vertu, c'est d'avoir beaucoup travaillé. Donc c'est de ça dont je parle. Et un jour, le chant de personne a été traduit en japonais et j'ai donc fait une tournée au Japon. Et je me retrouve à Kyoto, je fais une conférence et on parle du livre et à la fin il y a des questions. Et il y a un monsieur qui se lève, un petit monsieur japonais que je revois encore au fond de la salle comme ça, qui est avec très très japonais dans tous les gestes et dans toutes les attitudes et qui fait un effort pour parler français. Qui dit « Monsieur Piccoli ». Bon, je crois que on peut dire que vous avez des parents formidables. Vous faites 6000 km. 6000 km.
Vous êtes à Kyoto, un environnement où vous ne comprenez rien, parce que c'est ça le bonheur du Japon, vous ne comprenez rien, et surtout, au moins, vous savez que vous ne comprendrez rien. C'est ça que je trouve formidable dans le Japon, c'est que ça vous libère de toute envie de comprendre. Franchement, c'est un grand bonheur, parce que vous savez que vous êtes ailleurs, que vous allez en saisir quelques bribes, mais vous n'essayez pas. Et simplement se dire qu'on est un gamin qui a raconté une journée de sa vie à 10 ans, et qu'au bout du monde, un petit monsieur japonais se lève pour vous dire que vous avez des parents formidables, vous avez l'impression d'avoir été un bon fils. Tout simplement d'avoir fait votre boulot, d'avoir restitué un tout petit bout un rien même, hein, de ce qu'ils vous ont donné, eux. Et ça suffit, parfois, pour concrétiser. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas en tant que lecteur, c'est le pouvoir émotionnel considérable dont vous disposez quand vous venez nous raconter ce que ce livre, ou le livre qu'on a écrit, a produit sur vous. Ça vous paraît peut-être comme ça, et même des fois vous venez, vous vous excusez presque d'avoir à dire si peu de choses, parce que c'est bien, j'espère, on espère, quand on écrit, ça peut pas être paradoxal, on espère vous rendre un peu muet, un peu démuni devant les réactions, comment dire ce qui nous a touchés profondément. C'est très, 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 très difficile. Et on aime ça, et plus qu'aimer ça, moi je me souviens d'un monsieur qui m'amène le chant de personne, et qui veut me le faire dédicacer, et il m'écrit, je lui demande le prénom, je lui demande qui c'est, et je lui dis, il a quel âge votre fils? Et il me dit, il n'est pas né. Je lui dis, pardon. Il fait, non, mais à 18 ans, c'est ça que je lui offrirai. Je peux vous dire que vous ne faites pas le pharaon, hein, sur le moment. Il y a quelqu'un qui se dérange, et vous savez, on voit quelque chose que peut-être vous considérez comme normal, mais des gens qui attendent pour une signature, des gens qui se sont déplacés, des gens qui viennent pour dans la file, avoir un instant. C'est quelque chose d'énorme. Hein. Sachez que même si parfois ça peut se passer un petit peu vite, que vous n'avez peut-être pas, mais que c'est quelque chose de magique. Et on continue aussi à écrire pour ces petites bribes de mots qu'on échange avec vous, et on essaie au mieux de le transcrire sur les dédicaces. On essaie comme on dit, de la personnaliser, qu'elle soit un peu en rapport avec ce qu'on vient de se dire et tout. Mais sachez que c'est extraordinairement important, que ça nous fait un bien terrible, et qu'il n'y a pas de petits mots entre un auteur et sa lectrice ou son lecteur. Il n'y a pas de petits mots. Il se passe parfois des choses insensées en un rien. Donc ça, parce que nous, on parle de ce qu'on fait, on vous dit comment on écrit, ce qu'on ressent, mais ce moment-là, il vous appartient autant qu'il nous appartient à nous, et c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Quand vous approchez d'un auteur, d'une femme qui écrit, d'un homme qui écrit, et que vous passez juste une fraction de seconde avec lui, que vous avez pris ce temps, de votre temps pour ça, sachez que c'est un trésor absolu. Et voilà, c'est tout. C'est un petit quelque chose comme ça. Et on peut écrire, passer des heures et des heures et des heures à écrire, à travailler, à retravailler des phrases, simplement pour des petits bris d'instants comme ça, partagés, dont peut-être personne ne se souviendra. Mais sachez que c'est quelque chose d'important. Ça continue à constituer l'écrivain qu'on essaie d'être. Voilà, c'est tout. Merci. Alice, l'autobiographie. Pourquoi, à votre avis, ça plaît autant? Pourquoi ça... Alors, moi, quand j'ai
j'ai fait créer la couverture, on m'a dit surtout, tu marques que c'est inspiré de faits réels. Parce que ça, c'est vendeur. Alors j'étais stratégie marketing à fond et je me suis demandé vraiment. Euh, et en fait, effectivement, quand je vais dans les salons, qu'il y a les gens, effectivement, les lecteurs qui viennent me voir et qui me disent ah oui, mais moi j'adore les histoires vraies. J'adore. Je n'aime pas du tout ce qui est inventé, fantaisie, machin. Je préfère tout ce qui est témoignage, histoire vraie. Je me demande, est-ce que c'est parce que les gens se disent, ah ben oui, elle a écrit l'histoire de sa vie, ben peut-être qu'un jour je le ferai moi aussi. Voilà, et je pense que c'est vrai que ça vend du rêve finalement, encore plus qu'une histoire inventée avec des mondes parallèles, des multivers ou des je sais pas quoi. Parce que justement, c'est arrivé. C'est vraiment arrivé. Je pense que c'est ça qui touche le lecteur. Merci beaucoup. Est-ce que, dans le public, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez poser des questions? Alors, Nous, on a des réponses. et courtes en plus. Si vous voulez. Alors, vous noterez qu'en avant-première mondiale, Daniel Picouli a dit que son prochain livre, ce serait sur les bibliothèques. Hein, donc, La dédicace. Et la dédicace. Voilà. Alice, vous, votre prochain livre, vous avez déjà une idée sur ce que ça se sera? Oui, alors je vais encore changer de genre. Je vais écrire une romance, une histoire d'amour, qui va se passer à Noël. Donc ça sortira pour Noël. Hein, voilà. Marketing. Et je vais m'inspirer de quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai vu une série de reportages sur les arnaques sur les réseaux sociaux de rencontres. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être très intéressant à déconstruire et à retricoter. Donc voilà, ce sera ça. Ce sera mon prochain roman. J'ai commencé un petit peu. Merci beaucoup. Donc, écoutez, merci à tous les deux de nous avoir fait le plaisir d'être là ce soir. Merci à Floris Grimaud, grâce à qui ça a pu être le cas. Merci à la mairie de Gémenos et à l'association Unisson, grâce à qui on a pu avoir le plaisir de vous écouter. Et je vous rappelle que vous retrouverez nos deux auteurs avec de nombreux autres auteurs demain et dimanche. Donc malheureusement, le temps ne permettra pas que ça se passe dans la belle cour des Granges, mais ce sera donc dans la salle municipale et au rez-de-chaussée de la mairie, donc pendant 2 jours. Je vais laisser peut-être le mot de la fin à Florise. Je voulais dire que sur les souvenirs d'enfance, bien sûr, nous avons le parrainage de ce salon de Gémenos par Nicolas Pagnol, et qui mieux que Marcel Pagnol a fait voyager, je dirais, sa Provence sublimée de son enfance, comprise finalement, comme tu le disais, au Japon. Il est traduit dans le monde entier, et on se demande toujours comment le monde entier peut comprendre notre enfance ici, dans nos collines, le Garlaban et tout. Eh ben oui, comme quoi l'enfance est à la fois universelle et partagée. Voilà. Juste vous dire, donc Alice, on peut retrouver Alice donc samedi 16h-17h donc dans la salle du Marquis pour une grande rencontre, si je t'oublie, Arménie, avec Olivier Weber et Jean Caillan. Vous allez retrouver Daniel Picouli samedi à la même heure, parce que on multiplie les pistes, donc pour Les Larmes du Vin, donc au Café Littéraire. Donc là, le Café Littéraire, nous sommes dans la salle municipale Jean Jaurès. Ensuite, on aura une rencontre qui, à mon avis, va vous bouleverser. Elle s'appelle Souvenirs d'enfance, les lumières de Mehdi Charef. C'est autour de Mehdi Charef, donc, qui est, peut-être vous avez vu le film, comment le thé au harem d'archives. Voilà. Bon, qui est un auteur de souvenirs d'enfance aussi, pour un petit exilé, un petit déraciné qui va arriver en France à 10 ans, partagé entre deux cultures, bien sûr, de l'Algérie et la France. Et là, on va retrouver beaucoup de ce que tu as dit,
la langue française, se l'approprier, etc. Et cette rencontre va se faire donc dimanche de 14 à 15 heures autour de Mehdi Charef, en compagnie de Daniel Picouli et de Nicolas Pagnol. Et puis il y aura un café littéraire. Donc ça, ce sera le dimanche de 16h à 17h. Ça va s'appeler Souvenirs d'école. Ça va être autour de Longtemps je me suis couché de bonheur avec toi et avec un jeune auteur qui s'appelle Mathieu Pierre. Et quand même, ce Mathieu Pierre a écrit un livre qui s'appelle Le professeur d'anglais. C'est chez Arléa. Et c'est son premier roman. Et il vient de recevoir le prestigieux prix Alain Fournier 2023. Donc je pense que ce sera aussi un bon moment. Merci à tous. Merci. Merci à la ville de Gemnos. Et puis, bon salon. Pluvieux, on dit, la pluie c'est du bonheur aussi. On dit mariage pluvieux, mariage heureux. Alors, on va dire salon pluvieux, salon heureux. Merci. Pour vous remercier, ne partez pas tout de suite. Il y a un petit pot de l'amitié qui vous attend derrière vous. Merci.